Qui veut pas vieillir en bonne santé? On oublie souvent que le vieillissement, ce n'est pas juste un chiffre, c'est l'accumulation de petits coups portés à l'organisme année après année. Et parmi les coûts les plus sous-estimés, les infections respiratoires. On le sait, les épisodes infectieux laissent des traces et avec le temps, mais ça entraîne une dégradation des fonctions physiologiques, un essoufflement plus rapide et une fragilité accrue et malheureusement une qualité de vie qui s'effrite. Pendant longtemps, le VRS a fait partie de ces infections contre lesquelles on n'avait aucune option vaccinale. Et aujourd'hui, c'est plus vrai et ça change complètement la conversation. Alors, la vraie question devient comment peut-on être proactif pour protéger les adultes vulnérables et réduire le fardeau d'une infection qu'on a trop longtemps sous-estimée? Bienvenue à Voix scientifique, des voix engagées, une voie vers la santé. Mon nom est Cindy Caron, je suis infirmière. Ici, on fait le pont entre la science et la réalité du terrain. On clarifie des données, on met en perspective des enjeux et on outille également les professionnels de la santé pour agir avec confiance. Alors, si vous êtes infirmière, pharmacien ou acteur de la prévention, cet espace est exactement créé pour vous. Aujourd'hui, on va comprendre le vrai poids du VRS chez l'adulte, alors explorer les évidences qui soutiennent la vaccination, mais surtout réfléchir à des interventions concrètes et efficaces pour réduire la maladie en milieu communautaire. Et pour en discuter, je reçois Dr Mathieu Simon, pneumologue, chef intensiviste à l'IUCPQ de Québec. Bonjour, Dr Simon. Bonjour, Cindy. Bienvenue à Voix scientifique. Très Merci. heureuse de vous recevoir encore une fois à mon micro. Très heureux d'y être. Oui, bien, tant mieux. Ça devrait être une belle discussion parce que vous êtes en première ligne quand une infection respiratoire dérape. Qu'est-ce que votre expérience sur les unités de soins intensifs vous a appris sur la manière qu'une simple infection peut transformer la vie d'une personne vulnérable? Aux soins intensifs, on voit des patients qui sont généralement à l'extrémité de beaucoup de tournants qui n'ont pas été pris. Et puis, celui de la vaccination, à cette période de l'année où les virus de tout type sont très actifs dans la communauté, c'est un peu désolant parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont très malades, puis qui vont se souvenir de cet épisode-là très longtemps dans leur vie et de voir que ça aurait pu être prévenu par une vaccination relativement simple, peu chère. Ça me désole. Puis, c'est un peu pour ça que, même si je suis une créature de soins intensifs, m'intéresser à la prévention m'apparaît tout à fait naturel. Parce qu'il ne faut pas que ça arrive. Il y a des cas vraiment qui deviennent complexes à traiter pour une infection qui, à la base, est banale. On va se le dire, le VRS aujourd'hui, c'est ça qu'on parle. Il y a des gens qui font des infections banales, mais qui gâchent quand même leur projet de vie. Ne serait-ce que transitoirement, un voyage qu'on annule, une rencontre de famille à laquelle on ne peut pas se présenter. Il y a des gens un peu plus vulnérables qui vont se retrouver parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, diabétiques, qui vont se retrouver à faire un séjour hospitalier, ce qui n'est pas souhaitable pour personne. Et il y en a quelques-uns qui, et puis le VRS est très représenté là-dedans, chez l'adulte, une infection sévère a une mortalité d'à peu près 10 à 11 %, ce qui n'est pas bénin. Puis beaucoup de ces patients-là passent chez nous aux soins intensifs. Puis passer aux soins intensifs, c'est une expérience de vie qui te laisse avec des séquelles. C'est une espèce de syndrome de stress post-traumatique, sans compter toutes les réadaptations. Puis donc, si on a une façon de prévenir tout ça, je pense qu'il faut travailler dessus. Là, on va parler du fardeau du VRS, le sujet sur toutes les lèvres depuis 2023, tellement qu'on a l'impression que c'est un nouveau virus, mais dans les faits, on connaît le virus respiratoire syncytial depuis la fin des années 50. Alors, pourquoi on n'en parlait pas autant avant? Ça va être son 70e anniversaire en 2026, le VRS. Et puis, c'est un virus qui a été isolé à l'époque chez les enfants qui faisaient des bronchiolites. Puis, c'est encore aujourd'hui le principal vecteur de ces affections-là. Puis, ça représente une hospitalisation en très, très grande quantité puis des visites à l'urgence pédiatrique pour ces enfants-là. Pourquoi on a l'impression qu'on l'a découvert? C'est un des héritages
positif probablement de la pandémie, c'est qu'on est capable maintenant de faire des dépistages qu'on appelle des VR4, des VR9, des VR15, dépendamment, mais c'est un dépistage viral. Donc, un patient arrive avec un syndrome d'allure grippale à l'hôpital et on va être capable de le classifier en fonction des virus qui l'habitent, que ce soit un VRS, que ce soit un influenza de tout type, que ce soit un rhinovirus ou d'autres types de virus, dépendamment du test qu'on fait. Puis ça nous permet de voir l'épidémiologie de ces pathologies-là, puis de se rendre compte que le VRS, on parle beaucoup de la grippe, mais le VRS représente au moins 50% de la prévalence de la grippe. Donc, quand on est dans un hôpital et qu'on a un patient qui a l'air d'avoir une grippe, ben il y en a au moins 50% qui, en fin de compte, ont un VRS. Et les gens qui ne sont pas protégés contre le VRS, qui sont âgés ou qui ont des comorbidités, même étant plus jeunes, vont payer le prix fort de cette affection-là, qui est, sur plusieurs aspects, plus sévère que l'influenza en moyenne en termes de complications, d'hospitalisation, de durée de séjour également. Quand même. Alors, c'est pas un simple rhume, comme on pourrait penser, là. C'est un influenza méchant. Il est mauvais. On connaît aussi des épidémies annuelles de VRS qui surviennent durant la saison froide au Québec. Est-ce que le schéma saisonnier ressemble à celui de l'influenza? Le pic d'affluence du VRS se fait sentir. Les épidémiologistes calculent en termes de numéro de semaine, la première semaine de janvier étant la semaine numéro 1. Le pic de VRS, généralement, est à la semaine 46 à 48, alors que le pic de l'influenza est plus dans les semaines 2 ou 3 de l'année. Donc, le pic du VRS survient de façon plus précoce que celui de l'influenza. Il est de moins haute intensité, comme je le disais tout à l'heure. Il représente à peu près la moitié moins de cas que l'influenza, mais il est plus sévère et plus précoce. Et plus contagieux aussi. C'est un virus qui est au moins, sinon plus contagieux que l'influenza. Il se partage entre nous par les mêmes vecteurs, c'est-à-dire des gouttelettes infectées. Et donc, c'est extrêmement contagieux. On peut se réinfecter avec le VRS, ce qu'on fait rarement avec l'influenza. Donc, des gens qui croient avoir passé à travers peuvent, en fin de compte, faire 2 ou 3 VRS dans la même saison virale. Ouais, parce que je disais que l'immunité, elle est temporaire, elle est partielle, donc on peut être infecté, mais il y a 2 types de VRS, VRS A, VRS B. Est-ce qu'on peut être infecté par le VRS A, par exemple, en début de saison et être réinfecté par le même type au cours de l'année? En fait, on peut être infecté par un A, puis un B, ou 2 fois un A, 2 fois un B. L'immunité conférée par une infection native est effectivement de très courte durée. Et contrairement à la grippe et beaucoup d'autres virus ou infections respiratoires, on peut excréter le virus jusqu'à 4 semaines après la résolution des symptômes. Puis ça, c'est un piège assez commun. Tu rates, je ne sais pas moi, une partie du temps des fêtes parce que tu as un VRS et puis que tu restes à la maison par étiquette respiratoire. Tu essaies de te reprendre parce que tu vas mieux en début janvier, puis c'est là que tu transmets le virus comme cadeau de début d'année. Alors, c'est un virus qui est plus subtil, plus sévère et probablement plus transmissible que l'influenza, qui est pourtant le centre de beaucoup de préoccupations. Est-ce que... d'abord, on va clarifier c'est quoi le syncytia, le virus respiratoire syncytia. C'est quoi le syncytia? Et la pathogénèse du VRS. Comment il agit concrètement, le virus, sur le système respiratoire? Alors, le virus se transmet par des gouttelettes que l'on respire ou des contacts avec des surfaces dures là, qui ont été contaminées par un éternuement ou quoi que ce soit d'autre. Donc, par les mains, par les muqueuses en général. Le virus rentre dans les voies respiratoires, le poumon, et il y a 2 protéines, la F, la G. Quand on parle des influenza, c'est les HN, alors F et G pour le VRS. Question de simplifier les choses. Et la protéine F est extrêmement efficace à adhérer aux cellules de l'épithélium bronchique, donc l'intérieur de la muqueuse respiratoire. Et ça permet d'internaliser le matériel génétique, l'ARN du virus, puis de se servir de la cellule hôte comme d'une usine à produire de nouveaux virus. On l'appelle syncytial parce que cette protéine d'adhésion, la F, est extrêmement efficace à
faire coalescer, donc à réunir plusieurs cellules ensemble, question d'y héberger plus de particules virales. Et lorsque le rôle de la cellule infectée est achevé, c'est-à-dire lorsqu'elle a utilisé toutes ses ressources pour produire le plus de virions possible, cette espèce de syncytia, donc cet amalgame de plusieurs cellules et de virions nouvellement formés, explose. Et ça rend des milliers de copies du virus disponibles pour la contagion et pour l'infection des autres cellules à proximité. C'est pour ça que c'est un virus dont le temps d'incubation n'est pas très long, hein, c'est 1 à 3 jours, et la contagiosité, elle, est beaucoup plus longue parce qu'on produit beaucoup de ces virions-là par l'espèce d'amalgamage, le syncytia de plusieurs cellules et de produits viraux. Et on devient contagieux combien de temps avant de manifester nos premiers symptômes? Le temps d'incubation est de 5 à 6 jours, puis on est probablement contagieux 3 jours avant le début des symptômes. Généralement, ça se manifeste par une infection des voies respiratoires supérieures, et au moins 48 heures après. Les personnes plus âgées, les personnes immunosupprimées peuvent l'être beaucoup plus longtemps, puis on décrit de la contagiosité jusqu'à 1 mois après le début des symptômes, ce qui est très, très long. Et les caractéristiques cliniques du VRS sont similaires à celles d'autres infections respiratoires. Existe-t-il des caractéristiques vraiment distinctives qui pourraient augmenter notre niveau de suspicion? Personne va vous dire que oui. Généralement, le VRS se présente avec moins de température qu'un influenza. Donc, l'état général est un peu mieux préservé. À l'opposé, le VRS est associé à beaucoup plus de respiration sifflante, de bronchospasme. Mais juste parier sur la présentation clinique pour détecter le type de virus qui est au travail, c'est impossible. Mais la respiration sifflante, est-ce qu'elle est systématique à chacune des infections? OK. Non, elle est plus fréquente que dans l'influenza. En fin de compte, l'influenza, généralement, c'est une atteinte de l'état général, beaucoup de température, des myalgies, souvent des symptômes digestifs, tandis que le VRS, c'est plus un symptôme des voies aériennes, donc le nez qui coule, pas beaucoup de température, puis une respiration sifflante avec beaucoup de sécrétion. Mais l'un et l'autre peuvent se confondre très aisément, surtout dans les phases initiales. Alors, sans dépistage, on ne peut pas dire hors de tout doute que c'est un VRS ou l'influenza. Absolument pas, puis c'est pour ça qu'on a été obligé de se fier sur des tests d'amplification génique pour comprendre l'épidémiologie différentielle, parce qu'avant ces tests-là, le VRS et l'influenza rentraient à peu près dans le même tableau clinique, là. Et le fardeau, chez les nourrissons, il est reconnu, évidemment. On le sait, à chaque année, on a des épidémies dans les hôpitaux pédiatriques, puis on en parle, c'est toujours dans les médias. Mais il est aussi important chez la personne âgée. Et plusieurs facteurs exposent la personne âgée à un risque accru de conséquences défavorables d'une infection respiratoire. Pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce qui arrive quand on vieillit, là, puis qui nous met à risque? Il se passe beaucoup de choses quand on vieillit, puis pour avoir commencé, je commence à les ressentir. Plusieurs choses. D'une part, on a de nature un vieillissement du système immun, donc l'immunité que nous avions contractée dans le passé commence à s'essouffler. On est moins bien équipé pour former une nouvelle immunité native au contact d'une infection que je qualifierais de naturelle. Et on accumule aussi des facteurs de moins bonne tolérance à l'infection. Quelqu'un qui a une maladie cardiaque, quelqu'un qui a une maladie pulmonaire, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui est immunosupprimé va avoir beaucoup plus de difficultés, d'une part, à combattre l'infection, et d'autre part, avoir des conséquences beaucoup plus sévères. Il y a 6% des patients qui font un VRS adulte qui vont faire un infarctus. Il y en a pratiquement 40% qui vont faire une pneumonie par surinfection bactérienne après coup. Puis ça, c'est des choses qui témoignent, de la virulence du VRS, mais aussi de la population cible qui est, habituellement à 50 ans et plus, avec des comorbidités significatives. Est-ce que je peux comprendre qu'à 50 ans, on commence à être âgé? Oui, écoutez, on est âgé à partir de la naissance, mais on est plus âgé à partir de 50 ans. Alors, ça devient un critère quand même pour nos recommandations vaccinales, le facteur d'âge. À partir de 50 ans, certaines maladies évitables par la vaccination peuvent être abordées avec nos patients. C'est un point super important, ça, Cindy, si je peux me permettre. Ben oui. On a tous en tête, avec les recommandations du PIC, qu'on commence à vacciner contre le VRS, puis d'autres formes de virus, à partir de 75 ans en moyenne. Là, en tout cas, c'est ce que le PIC reconnaît comme gratuité. Mais en fait, un patient de 50 ans
ou une patiente de 50 ans qui serait diabétique et MPOC, qui a un emphysème pour dire quelque chose, est plus à risque de faire un VRS sévère qu'une personne de 80 ans en bonne santé. Hey. Donc, la notion d'âge est importante, mais elle est vraiment primaire. Donc, il faut apprendre à considérer le VRS et l'impact de celui-ci, comme la vaccination antigrippale également, sur le bagage de morbidité du patient. Puis, en termes de VRS, là, quelle comorbidité expose davantage aux complications? Très clairement, les maladies cardiaques, insuffisance cardiaque essentiellement, et les maladies pulmonaires de type MPOC. Mais c'est vrai également des diabétiques, des asthmatiques, des patients qui ont des hépatopathies, des patients qui ont reçu des greffes d'organes ou qui sont immunosupprimés pour quelque raison que ce soit. Puis ça, il y en a de plus en plus dans notre société, parmi des patients plus jeunes qui ont une certaine forme d'immunosuppression induite pour des maladies inflammatoires, des arthrites, autres maladies du collagène. Et donc, ça doit faire partie du questionnaire qu'on se pose nous-mêmes comme professionnels de la santé. Ce patient-là, cette patiente-là, elle n'a peut-être pas 75 ans, mais est-ce qu'elle a des facteurs de risque pour contracter le virus? La personne qui a une insuffisance cardiaque n'est pas plus à risque de contracter le virus qu'une personne qui n'en a pas. Mais les conséquences d'une infection virale chez cette personne-là vont être immensément plus grandes. Les immunocompromis, eux, ils sont à la fois plus à risque de le contracter et plus à risque d'avoir des complications parce qu'ils ne sont pas capables de le combattre. Mais comment le VRS affecte-t-il particulièrement les personnes immunosupprimées? Qu'est-ce qui arrive quand ils attrapent l'infection? Bon, en fait, on l'a appris, encore une fois, pendant la pandémie. Ces patients-là développent des infections beaucoup plus prolongées qui créent une réponse inflammatoire importante. Et cette réponse inflammatoire est associée à des complications systémiques, de la perte d'autonomie, des infections secondaires, des débalancements de leur diabète, des débalancements de leur condition cardiaque et, comme on l'a dit tantôt, un risque d'infarctus qui est jusqu'à 6 %, ce qui est immense quand on regarde ça. Puis il ressemble à quoi, concrètement, le patient qui complique suite à un VRS? C'est des patients qui, généralement, ont la soixantaine et plus, qui se savent déjà un peu fragilisés par une maladie, qu'on suit pour leur emphysème, qu'on suit pour leur insuffisance cardiaque, et qui, au fait de fin d'année ou pendant le magasinage qui les précède, contractent un virus hautement contagieux et se présentent après 2-3 jours à la maison de soupe au poulet parce qu'ils pensent avoir attrapé l'influenza, avec un bronchospasme, avec un infarctus, avec une pneumonie. Et là commence un séjour à l'urgence et peut-être à l'hôpital qui n'a rien d'enviable. Et puis, parmi ces patients-là, le VRS est un des plus gros vendeurs de soins intensifs en termes d'infections respiratoires. Donc, ces gens-là, souvent, vont se retrouver transitoirement aux soins intensifs pour un support ventilatoire quelconque. Il n'y a pas de traitement contre le VRS? Il y a des anticorps monoclonaux qui peuvent être utilisés chez l'enfant, qui sont offerts aux nourrissons de moins de 6 mois qui n'ont pas pu être immunisés plus tôt et qui seraient à haut risque. Mais il n'y a pas vraiment de traitement. Le Beyfortus est un immunomodulateur qui est intéressant, mais qui est surtout testé chez l'enfant. Chez l'adulte, on a très, très peu de recul. Et l'idée de ces immunomodulateurs-là, c'est de les donner avant que le patient soit trop malade et non pas de s'en servir comme traitement parce qu'après coup, une fois que le syncytiat a commencé à se former, freiner cette machine-là avec quelque intervention que ce soit est assez limité, si bien qu'on est restreint à donner ce qu'on appelle des soins de support. On hydrate le patient, on prévient les infections secondaires, on le monitore pour des problèmes de son cœur, de son diabète, etc. Mais c'est souvent long et un peu décevant. Puis là, vous avez parlé aussi du risque d'infarctus du myocarde qui augmente de façon marquée après une infection respiratoire. Pensez-vous que ce risque-là est connu et bien mesuré dans la population en général, même chez nos pairs? La réponse est non. En fait, le patient se présente en salle d'hémodynamie en infarctus, puis, bon, il va peut-être nous dire, ça va assez vite, mais il va peut-être nous dire qu'il a fait une IVRS dans les derniers jours, puis personne ne va faire le lien entre l'IVRS que tout le monde fait cette saison-là. Hein, le virus, le respiratoire syncytial, il est actif début octobre jusqu'à la fin avril.
c'est la période où les salles d'hémodynamie sont les plus occupées aussi parce que, bon, on pèle la neige, puis on a toutes sortes d'autres facteurs. Mais, puis c'est pas connu, mais ça serait intéressant de voir sur une étude rétrospective combien des patients qu'on a en hémodynamie ont fait un VRS, effectivement. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. On n'a pas nécessairement une lecture du fardeau qui est juste présentement parce qu'on ne dépiste pas beaucoup et on n'a pas de programme de surveillance au Canada. Il n'y a pas de programme de surveillance, non, parce que c'est un relativement nouveau joueur dont on commence à peine à comprendre. On savait, comme vous le disiez tantôt, chez l'enfant, la lourdeur de ce que ça veut dire pour les enfants. C'est la principale cause d'hospitalisation pour des raisons respiratoires chez les moins de 2 ans et de très, très loin. C'est pas un gros vecteur de mortalité. Il y a très peu d'enfants qui meurent du VRS, puis c'est tant mieux. Chez l'adulte, qui représente peut-être 1/20 des infections, mais c'est immense déjà, la mortalité est de 10 à 11 justement parce qu'ils sont fragiles, mais on n'a pas... Enfin, jusqu'à tout récemment, on n'avait pas les instruments nécessaires pour faire des dépistages de masse. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'infections à VRS, probablement, sont vécues à la maison avec une restriction de la qualité de vie transitoire, beaucoup de contagions dans la communauté, mais sans nécessairement un requis hospitalier et certainement pas des tests immuns qui nous permettraient de spécifier lequel des virus est au travail. Pensez-vous que si on dépistait davantage, la sensibilisation au fardeau du VRS serait plus importante, donc on arriverait peut-être plus facilement à atteindre nos cibles ou à sensibiliser, en fait, les patients des risques associés au VRS? Personnellement, je crois que les évidences existent déjà, sans nécessairement un programme de surveillance nationale formel. Il est très clair dans la science que le VRS est un facteur de risque majeur pour la mortalité des 75 ans et plus et la morbidité des 50 ans et plus avec d'autres maladies. Puis je pense ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on fait présentement, c'est éduquer, puis mettre, sans vouloir inquiéter les gens, leur dire, écoutez, il y a d'autres acteurs que, je pense que la vaccination contre l'influenza est bien acquise dans la communauté qui œuvre dans la prévention. La vaccination contre le pneumocoque, la vaccination contre le zona se sont fait une place au cours des dernières années. Et le VRS fait partie de ces gestes que tu peux poser pour prévenir, d'abord une détérioration de ta santé, de ta qualité de vie, de ton autonomie à moyen terme, dépendamment de l'époque de la vie où tu es rendu, protéger les autres autour de toi et... On parle beaucoup du système de santé qui est épuisé. Je pense que, d'une part, il y a un gain personnel à ne pas aller visiter le système de santé pour toutes sortes de raisons, mais il y a également un engagement sociétaire, je vous dirais, à se protéger puis éviter une des causes majeures de consultation dans les salles d'urgence et d'hospitalisation qui, on l'a démontré, je pense, sont de moins en moins faciles à gérer dans le réseau que nous avons. Puis, tu sais, nos patients doivent comprendre aussi que, par exemple, être infecté par le VRS, c'est pas juste une semaine à être un petit peu croche, le nez qui coule, puis sentir moins bien, mais il peut y avoir des séquelles. Se faire hospitaliser, vous l'avez dit, c'est jamais le fun. Puis plusieurs vont peiner à retrouver leur état d'avant, leur état fonctionnel, leur qualité de vie. Je disais que près du tiers des personnes hospitalisées en lien avec un VRS, présente un déclin fonctionnel persistant 6 mois après la sortie d'hôpital, puis jusqu'à 8 % des patients vont dire qu'ils ont perdu leur qualité de vie et leur autonomie. Alors, c'est pas rien. Ça, je pense qu'il faut en parler comme professionnel de la santé. Il y a beaucoup de toux persistantes, de bronchospasmes, de dyspnée, même à 6 mois, 1 an après l'infection. Puis, cette fragilisation-là peut être, chez une personne qui était déjà un peu vulnérable, l'étape qui dit, écoutez, je vais casser maison puis me retrouver dans un endroit où il y a un peu plus de services, un peu plus de sécurité. Puis ça, c'est une étape de la vie que tu souhaites être volontaire et non pas forcé par une maladie qui peut être tout à fait prévenue. Là. Avez-vous déjà vu une personne jusque-là en bonne santé décédée d'une complication liée au VRS?
Ah oui, on en voit chaque année, mais j'ai vu quelque chose de mieux la semaine dernière. Oui, ça me fait J'ai... peur. Non, 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 il faut justement pas faire peur. Mm. J'ai une patiente elle a mis 70 affectée par des maladies cardiaques et pulmonaires, qui s'est vaccinée contre l'influenza et le VRS en début de campagne vaccinale. Cette patiente-là, dont il reste à peu près 40% de la fonction pulmonaire, est arrivée à l'urgence parce que ça faisait quelques jours qu'elle toussait et qu'elle avait des sécrétions colorées. Et on lui a trouvé à la fois un VRS et un influenza A dans ses tests de dépistage. Puis cette patiente-là, si elle n'avait pas été vaccinée, elle serait retrouvée à l'hôpital, peut-être même aux soins intensifs, alors que là, elle est sortie le lendemain matin sans autre problème. Puis ça, je trouve ça beau, c'est une dame qui se sait fragile, elle s'est vaccinée, ou elle s'est fait vacciner, et elle a eu la démonstration que ça fonctionne. Elle n'a pas fait d'infection. La vaccination, c'est pas pour ne pas faire une maladie, c'est pour en faire une qui ne te laissera pas sur les lignes de côté de la vie. Puis ça, il faut encore l'expliquer Oui, à nos c'est important. patients. Tout le temps marteler ce message-là, puisque on a souvent ce raccourci-là facile, on l'entend comme professionnel de la santé, bien, coudonc, je me suis fait vacciner, puis je l'ai attrapé pareil, mais c'est... Une vaccination, c'est comme c'est pas parce que tu as une assurance voiture que tu ne feras pas d'accident. Mais si tu fais un accident, certaines conséquences fâcheuses et certaines préoccupations vont être plus faciles à gérer. On va parler maintenant d'évidences cliniques qui soutiennent la vaccination contre le VRS chez les adultes. On vaccine au Québec depuis 2023. Étiez-vous réjoui d'abord par cette nouvelle-là? Tout à fait. Le Québec a été prudent. Il a attendu de voir ce que l'expérience ontarienne, qui ont été la première juridiction à vacciner largement dans leur équivalent de CHSLD. Donc, ils ont fait ça à peu près en même temps que la pandémie. Et effectivement, après 2 saisons vaccinales réussies, le Québec a emboîté le pas, puis plusieurs autres législations au Canada ont fait la même chose, avec une réduction marquée de la morbidité chez ces personnes extrêmement vulnérables qui vivent dans des CHSLD ou des RPA lourdes. Puis ça a été... En fait, ça aussi, c'est un héritage intéressant de la pandémie, c'est qu'on s'est dit non, on va laisser ces gens-là, on ne les laissera pas vulnérables à une autre tueur viral. Et là, le vaccin arrive ici, on est content, mais en même temps, moi, j'ai une question qui me reste en tête. Comment ça a pris tant de temps avant d'avoir un vaccin anti-VRS alors qu'on vaccinait déjà contre la grippe? On avait vu et administré des vaccins contre la COVID. Pourquoi ça a été si compliqué? C'est compliqué de produire des vaccins, surtout les produire en grande quantité. Les produits qui sont présentement disponibles ciblent la protéine F, que ce soit son sous-type A ou le sous-type A ou B, et demandent des efforts d'ingénierie biologique qui sont assez extraordinaires, que là encore, on a peaufiné avec le développement des vaccins contre l'influenza et contre le COVID. Donc, tout s'est accéléré. La mécanique qui permet de produire ces vaccins-là en grande quantité s'est affinée autour de la pandémie. Puis là, on est capable de cibler d'autres vecteurs viraux d'importance. OK, alors c'est pas récent qu'on essaie de développer un vaccin anti-VRS. C'était déjà dans... Ça fait en fin de compte, on l'a découvert en 1956, puis probablement qu'en 1957, on a commencé à travailler. Puis le problème, c'est qu'il fallait trouver la bonne protéine, la protéine F, qui est la plus immunogène. Puis on va cibler cette protéine-là pas lorsqu'elle est en contact avec nous, mais avant qu'elle le soit. Parce que en préfusion. En préfusion, c'est ça. Parce que si on attend que la protéine F change de configuration quaternaire parce qu'elle est en contact avec l'autre, bien, il est trop tard pour vacciner. Et il faut que le vaccin soit capable d'intercepter le virion avant qu'il entre en contact avec la muqueuse respiratoire pour empêcher cette fusion sous syncytia dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'une fois que c'est parti, j'imagine qu'il y aura un intérêt, mais il n'est pas très préventif. Je comprends. On a 2 vaccins sous-unitaires inactivés contre le VRS qui sont distribués au Canada, donc Arexvy et Abrysvo. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces 2 vaccins-là? Alors, il y en a un, l'Arexvy, qui cible que la forme A de la protéine F et qui vient avec un adjuvant. Donc,
plus grande réaction immune immédiatement et une opérabilité clinique qui est très similaire à celle de la brise-veau. La brise-veau vient sans adjuvant et cible à la fois les souches A et B de la protéine F, et donc une couverture un petit peu plus large. Là encore, en clinique, c'est pas évident de faire une différence d'abord entre les souches A et les souches B et l'effet de ces molécules-là. Les deux vaccins permettent de réduire les infections sévères et moyennement sévères de l'ordre de 80 à 85 %. Et la beauté de la chose, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'immunité naturelle contre le VRS qui fait suite à une infection, qui dure quelques semaines, quelques mois peut-être. Là, on est rendu à 3 saisons grippales et la protection contre les formes modérées à sévères d'infection à VRS est maintenue pour les deux vaccins actuellement disponibles au Québec. Alors, on a de bonnes données quand même d'efficacité, de sécurité. Par contre, on ne peut pas comparer les deux vaccins parce que les méthodes employées, les paramètres puis les définitions n'étaient pas les mêmes. Les études n'ont jamais été comparées face à face. Et les populations à l'étude, leurs caractéristiques, les modalités de mesure de l'efficacité sont un peu différentes d'une étude à l'autre, mais somme toute, on comprend que l'immunité conférée par le vaccin est efficace et qu'elle est de longue durée. Parce qu'une des questions qu'on s'était posées, est-ce que c'est un vaccin qu'il va falloir, comme pour l'influenza, reprendre à chaque année? La réponse à ça semble être non à ce moment-ci. On ne sait pas combien de temps. Là, après 3 ans, on ne sait toujours pas. Les études sont en cours, mais les vaccins sont relativement récents, donc on n'a pas ce recul-là. Mais très clairement, la protéine F qui a été ciblée bouge beaucoup moins chez le RSV que les protéines H et N qui sont celles de l'influenza, qui mutent d'une saison à l'autre et qui forcent la vaccination annuelle. Donc, c'est probablement un vaccin qui, en tout cas pour l'instant, il n'y a aucune société savante qui recommande une revaccination avec un vaccin contre le RSV, mais on est en train de construire l'avion en volant. Est-ce qu'il pourrait avoir un avantage à recevoir les deux vaccins? Actuellement, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. On pourrait se dire, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher l'immunogénéité que confère l'adjuvant tout en allant toucher la souche FB que permet la brise-veau sans adjuvant? Il n'y a pas d'études là-dessus, puis il n'y a aucune recommandation en ce sens. Ça pourrait plaire à l'esprit, mais ça n'a jamais été testé, donc à ce moment-ci, ce n'est pas recommandé. Puis est-ce qu'on a quand même une idée, une prédiction sur le délai entre 2 doses, par exemple, de vaccin anti-VRS? Là, on parle de 3 saisons. Est-ce que des modélisations vous amènent à penser que peut-être on va faire 5 ans? Ou... C'est très difficile. Hein. Ça nous a pris beaucoup de temps à comprendre que le pneumovax avait une durée d'immunité de 5 à 6 ans peut-être, qui explique pourquoi on le recommande en revaccination après ce délai-là. Qu'est-ce qui va en être des vaccins anti-RSV? Extrêmement difficile à dire. Les études sont en train de se faire. Là, le monitoring est en cours. Et le délai à respecter entre l'infection et la vaccination maintenant? Techniquement, il n'y a pas de délai. Techniquement, tu pourrais te faire vacciner alors que tu fais l'infection. C'est peut-être beaucoup demandé à quelqu'un sur un plan humain, mais c'est quelque chose qui peut se donner immédiatement après l'amélioration de l'état général, quelle que soit l'infection que vous ayez eue. C'est préférable, compte tenu qu'on ne sait pas combien de temps le vaccin va durer, de vacciner pendant la saison du RSV, donc à partir du début de l'automne. Ceci étant dit, si la fenêtre d'opportunité s'établit au printemps, c'est correct, mais plus tu le reçois proche de la période d'infection, plus ton pic immunitaire est prêt au moment où le virus circule dans la population. Ceci étant dit, le virus, il circule toute l'année dans la population québécoise. Il est juste beaucoup plus actif entre les mois d'octobre et de mai. Existe-t-il des données spécifiques montrant une réduction des hospitalisations et des décès grâce à la vaccination? Tout à fait. Les hospitalisations pour des compensations respiratoires, pour des bronchospasmes chez les asthmatiques et en raison de maladies cardio-respiratoires globales chez la personne de 60 ans et plus, sont toutes des publications qui existent. Et c'est
invariable, peu importe le vaccin que vous utilisez, il y a un bénéfice. Puis d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe des études faites par des compagnies d'assurance américaines parce que bien sûr, les Américains vont payer de leur poche ou de leur assureur la vaccination. Puis les compagnies comme Kaiser Medical, pour dire quelque chose, sont très intéressées à savoir si l'investissement qu'ils font dans la vaccination se répercute en une réduction de coûts sur l'hospitalisation ou autres paramètres. Et ces études-là, on les a. Donc, depuis qu'on vaccine aux États-Unis, ce qui est un peu plus précoce qu'au Canada, on voit une réduction des coûts. La réduction des coûts, bon, c'est intéressant, mais ça se traduit pour l'individu en une réduction de consommation de soins et donc moins de morbidité, moins de mortalité. Et le CCNI nous recommande quoi présentement pour la vaccination? Alors, ce qui est recommandé par le programme québécois actuellement, là, en termes de gratuité, c'est les personnes de 75 ans et plus qui vivent en CHSLD ou dans l'équivalent, ou les personnes de 75 ans et plus qui vivent dans un RPA avec des services, par exemple l'aide à la nourriture, l'aide aux médicaments. Ceci étant dit, ça, c'est les indications où il est gratuit au Québec. Mais le programme du PIC se colle au programme canadien et recommande qu'une personne de 60 ans et plus qui a des comorbidités devrait être considéré pour la vaccination, au même titre que quelqu'un plus jeune qui aurait reçu une greffe de moelle, cellule souche, qui a reçu une greffe pulmonaire, et les personnes de 50 ans et plus qui ont des comorbidités très significatives, des immunosuppressions, c'est toutes des choses où le vaccin est acceptable dans son administration. Mais là, je regardais le calendrier du PIC, comme vous dites, gratuit pour les résidents CHSLD, RISAPA 60 ans et plus, RPA catégorie 3 et 4 de 75 ans et plus, quand même recommandé dans la société pour nos 75 ans et plus avec comorbidité. Ceci étant dit, est-ce que c'est pas étonnant que le vaccin ne soit pas offert, par exemple, gratuitement à nos adultes MPOC ou nos insuffisants cardiaques, par exemple? Quoi, ça coûterait trop cher ou... Ben, en fait, un vaccin, c'est toujours... On parlait tout à l'heure des compagnies d'assurance privée. Le Québec est une compagnie d'assurance publique jusqu'à un certain point. Ouais. Et ils sont encore en train de regarder les données. Ils l'ont regardé longuement chez les personnes chez qui c'est gratuit maintenant, puis ça a été bien démontré. Donc, ils attendent un bénéfice démontrable. Et puis, c'est toute une question de coût du vaccin par rapport au coût sauvé. Moi, je vous dirais que j'ai l'impression que dans les prochaines années, on va libéraliser de plus en plus rapidement l'usage des vaccins. D'une part parce qu'ils sont efficaces, mais d'autre part parce que le système de santé n'est plus capable d'accueillir en quantité importante des patients qui seraient victimes d'une infection qui peut être prévenue, sans complètement anéantir les programmes opératoires et les autres missions d'un hôpital. Parce qu'en fin de compte, là, on traverse la saison virale. La personne qui n'est pas vaccinée puis qui se présente à l'hôpital, ben oui, elle va être dans un lit de pneumologie, de médecine interne, de gériatrie, je ne sais pas trop, mais ce lit-là est en vase communicant avec les lits qu'on consacre à la chirurgie oncologique, à la chirurgie orthopédique, en fait, toutes les chirurgies qu'on peut imaginer. Et donc, si on peut prévenir par un vaccin une infection, on fait du bien aux patients vaccinés. On fait également du bien au patient qui n'aura jamais le VRS, mais qui, lui, est aux prises avec un cancer de l'intestin qui attend son temps opératoire. Donc, il y a une question c'est de la solidarité sociétaire. Tu te protèges, tu protèges les autres. Êtes-vous curieux de savoir si un de vos patients hospitalisés a reçu ces vaccins? Toujours. Vous faites la vérification? Toujours. L'infirmière ou le pneumologue? Ben, écoutez, tout le monde le fait un peu. Moi, je suis très curieux de ça parce que ça me permet de me faire une tête d'abord sur l'efficacité anecdotique des vaccins. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la patiente que j'ai reçue à l'urgence la semaine dernière, je suis convaincu que son devenir aurait été différent. Puis moi, ça m'intéresse parce que ça me permet... Un patient vacciné, même s'il y a des facteurs de risque, je vais peut-être être plus libéral sur l'idée de le laisser partir de l'hôpital après une brève observation à l'urgence ou de l'envoyer sur un étage régulier plutôt qu'aux soins intensifs parce que je sais que ses chances de faire une infection sévère
ont été réduits de 80 à 90 %. Donc ça, pour moi, ça m'aide dans mon jugement, ça m'aide dans l'appréciation du devenir potentiel du patient. Et depuis octobre 2025, alors c'est tout récent, Santé Canada a approuvé l'indication d'Abrysvo pour les 18 à 59 ans à risque accru de maladies des voies respiratoires inférieures. Donc, au PIC, le vaccin est autorisé. Donc, on peut informer nos patients de cette possibilité-là d'immunisation. Est-ce que la population, cette population-là, vous nous encouragez à la vacciner? Si oui, qui devrait être dans notre mire? Je pense qu'il faut certainement l'offrir et la discuter avec les gens. Moi, la personne... Il y a deux types de clientèle que je vois. D'abord, les patients qui sont plus jeunes, que 60 ans traditionnels, et qui ont des comorbidités significatives, diabète, maladie pulmonaire, maladie cardiaque, immunosuppression. Puis des personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup de ces comorbidités-là, qui en ont quelques-unes, et qui agissent en bons grands-parents, puis qui vont garder des jeunes enfants qui sont leurs petits-enfants pour aider leurs propres enfants, et qui vont se retrouver avec une charge virale importante, grévée à la garderie, à l'école ou même à la maison. Donc ça, c'est des vaccinations qu'on fait chez la personne moins lourdement handicapée par la maladie, mais qui veulent continuer à avoir une vie active, puis pas s'arrêter une semaine, 2 semaines à cause d'un VRS, et avec les conséquences que ça peut avoir sur la santé globale, l'autonomie, puis la santé à long terme. On n'a pas d'indication précise au protocole pour nos adultes immunosupprimés, mais ils sont à risque accru d'infection par le VRS. Est-ce qu'on a des données sur la réponse immunitaire chez ces personnes-là particulièrement? Il y a des données qui existent, qui sont en attente de publication, qui sont très encourageantes dans ce sens-là, puis qui laissent penser qu'un patient, même immunocompromis, que ce soit par une maladie cancéreuse, que ce soit par une médication, ces patients-là sont capables de monter une réponse immune. Est-ce qu'elle est comparable à celle d'une personne qui n'est pas immunosupprimée? On n'a pas encore ces données-là, mais c'est certainement pas. Puis c'est la même chose qu'avec tous les vaccins. Hein. Quand vous regardez ça, l'influenza, la pneumonie, le zona, si tu es immunosupprimé, tu as une réponse à la vaccination. Et c'est une réponse qui est peut-être moins importante, on ne le sait pas à ce moment-ci, mais qui est suffisante et plus importante chez toi, comme immunosupprimé, que chez la personne qui ne l'est pas. Donc, peut-être moins efficace, mais combien plus importante, peut-être. Alors, il y a un compromis à faire. Les données sont pas encore largement diffusées ou publiées, mais j'y vois des signaux intéressants. On va rester à l'affût au cours de la prochaine année là, pour avoir des nouvelles là-dessus. Et là, maintenant, on va parler d'interventions efficaces pour réduire le fardeau de la maladie sévère à VRS. On le sait, la prévention des maladies infectieuses, elle est importante pour maintenir les adultes vieillissants en bonne santé le plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez que la prévention occupe la place qu'elle devrait prendre présentement dans notre système de santé? Alors, pas du tout. Il est désolant de voir que à peu près 80 à 90% du budget alloué à un individu dans le système de santé se fait dans les 6 derniers mois de sa vie. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'ils contractent des maladies très sévères, puis qui sont souvent immensément morbides ou mortelles. Alors, cet argent-là, on serait mieux de le dépenser en prévention de tout type. L'activité physique en ferait partie, mais la vaccination, quant à moi, fait partie d'une prévention responsable pour une société. Puis pour l'instant, les individus ont à faire, ceux qui ne sont pas là, nécessairement couverts par le programme d'immunisation du Québec gratuit, ont des choix personnels, puis des choix de société à faire. Parce que tu te vaccines pour toi, pour préserver ton autonomie, pour préserver ta qualité de vie, pour éviter des complications supplémentaires, mais tu le fais aussi pour protéger les gens autour de toi, puis ça, je trouve ça très noble. Alors, on accorde, bien là, tu sais, vous avez parlé de budget, mais même nous, comme professionnels de la santé, la prévention, c'est peut-être plus facile. Puis là, je dis ça, je dis rien, mais pour une infirmière en pharmacie ou un pharmacien de penser prévention. Mais je pense, par exemple, à un pneumologue qui est sur le terrain, qui a à composer avec des situations comme plus aiguës. J'imagine que c'est pas la prévention la première chose qui vous passe en tête, là. Ben,
rendu à mon âge, je commence à y penser. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, pourquoi ce patient-là a tant souffert? Pourquoi j'ai tant travaillé? Pourquoi le système est ainsi débordé alors qu'on aurait pu faire un geste relativement simple et bien toléré un peu plus tôt en amont? Puis, vous savez, Cindy, la prévention, si on en fait seulement une affaire d'infirmière en officine, de médecin de famille, d'IPSSA, peu importe qui, ben, le patient ne reçoit qu'une recommandation qui n'est pas nécessairement cohérente. Si vous rencontrez quelqu'un en pharmacie, puis qui dit, ben, écoute, moi, je suis le patient du docteur Simon, il m'en a jamais parlé, Mm. ben, ça donne une drôle d'impression parce qu'il n'y a pas de cohésion. Mhm. Alors que si vous lui dites qu'il aurait dû arrêter de fumer pour dire quelque chose, ben, il dit, ouais, le docteur Simon me l'a dit. Peut-être que ce second message-là d'une seconde personne va réussir à percer ce qu'on appelle la fatigue vaccinale ou l'appréhension d'un geste de prévention. Donc, je pense que c'est vrai qu'on le fait mal comme spécialiste. On se donne l'excuse d'être justement dans la conséquence, on est en train de sauver des vies, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Mais globalement, on sauverait pas mal plus de vies en vaccinant des gens qu'en les traitant dans les derniers moments de leur existence. Vous avez parlé du tabagisme. Ça, j'imagine que ça fait partie de vos réflexes avec chacun des patients avec qui vous avez un suivi d'en parler. Tu sais, vous savez, la cigarette, vous devriez arrêter ça. Alors, la vaccination devrait devenir aussi ce nouveau réflexe. Chez le pneumologue, le tabac, puis chez le cardiologue aussi, puis chez le médecin en général, le tabac fait partie très clairement des recommandations qui sont à peu près universelles. La vaccination, ben écoutez, l'influenza, je pense que ça fait tellement longtemps que ça commence à être ancré dans les mœurs. On n'en parle pas autant qu'on devrait en parler. Et la vaccination autre, que ce soit la vaccination contre le zona, contre le pneumocoque ou contre le RSV maintenant, ben, ça prend beaucoup de temps, puis beaucoup d'interventions comme celle que vous me permettez de faire aujourd'hui pour changer les mœurs, parce que les gens se donnent l'excuse d'être trop occupés pour ne pas parler de prévention. Ils sont justement trop occupés parce qu'ils n'ont pas parlé de prévention. Ouais. Puis moi, je pense, tu sais, on n'en parle pas, mais je pense aussi qu'on persévère pas suffisamment quand on rencontre un obstacle. Tu sais, quand la personne, tu sais, tu te rends compte que c'est peut-être pas de ça qu'elle voulait parler aujourd'hui, puis là, bon, on amène le discours sur la vaccination, puis là, on se décourage, puis on va pas plus loin. Tu sais, on sent qu'il y a une irritation, puis on n'est pas suffisamment curieux pour aller voir un peu c'est quoi la racine de cette hésitation-là. L'hésitation vient surtout du fait que le patient n'a jamais entendu parler. Parce que quand vous regardez ça, l'opposition formelle à la vaccination, même si elle est très vocale, est marginale dans la société. Les coûts qui viennent avec des vaccinations non couvertes par un programme national sont généralement pas un obstacle majeur. Mais ce qui ne va pas, c'est lorsque le message est dissonant. Si le médecin de première intention, le spécialiste qui suit le patient n'en a jamais parlé, ben, le patient se dit, écoute, là, je suis à la pharmacie, est-ce qu'on veut juste essayer de me vendre un vaccin ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Ça, c'est un dilemme important qui nécessite qu'il y ait une cohésion. Et puis, probablement des campagnes d'information plus grand public que celles qu'on a vues présentement qui sont encore un peu déficitaires. Comment vous voyez le rôle des cliniciens de première ligne, justement, dans la promotion puis l'administration des vaccins? Je pense qu'il faut présenter la vaccination à la population qui est éligible maintenant comme étant un investissement dans sa qualité de vie et dans sa résilience au mode de vie qu'il a choisi. Je pense que la peur ne sert à rien. C'est le fait de poser un geste proactif, tant pour toi que pour ceux qui t'entourent, puis jusqu'à un certain point pour le réseau de la santé. Parce que vous savez, la pire chose qui peut arriver dans la vie, je pense, c'est d'avoir l'impression qu'on n'a plus le contrôle. Puis se vacciner, faire des bons choix dans la vie sur d'autres aspects, arrêter de fumer, c'est une façon pour les gens de reprendre une certaine forme de contrôle sur la maladie qui est trop souvent imputée au destin.
Le destin, on le crée un peu soi-même. Oui. Tu sais, c'est vraiment de venir travailler sur le sentiment d'efficacité personnelle, l'autonomie de la personne, leur démontrer aussi que le choix va leur appartenir de toute façon. En fin de Toujours. compte, malgré que nous, on leur recommande fortement un vaccin. Et moi, je pense, mon expérience qu'elle m'a appris, là, c'est qu'il faut vraiment se positionner personnellement comme professionnel de la santé, dire, vous savez, c'est important pour moi que vous compreniez que la vaccination pourrait vraiment vous aider dans votre situation présentement. Et le fait de faire ça, je trouve que ça a quand même un impact sur la personne qui va dire, mon Dieu, Ben, c'est très motivant pour le professionnel de la santé de parler de prévention puis de vaccination parce que ça te force à aller chercher chez l'autre, celui chez qui tu veux intervenir, d'aller inspecter ses motivations, ses peurs, sa réalité. Ce qui n'est pas nécessairement donné sur des choses plus terre-à-terre, comme le suivi d'un diabète, pour dire quelque chose, ou le suivi d'une dyslipidémie, où c'est très technique. Tu sais, on suit des prises de sang bien souvent. puis le patient ne choisira pas son antibiotique, tu sais. Ben, à moins d'avoir des allergies, non. Oui. C'est ça. Ni OK. sa statine. Donc, il faut être proactif, c'est ce que j'entends de ce que vous me dites. Puis, selon votre observation, est-ce qu'un patient qui vient de passer à travers un épisode sévère de la maladie est plus enclin à accepter la vaccination après coup? Ah, tout à fait. C'est malheureux, mais le meilleur moment pour arrêter quelqu'un de fumer, par exemple, c'est quand on lui apprend qu'il y a un cancer Ah oui. ou qu'il a fait un infarctus. Bon, on a la chance d'avoir des infections virales à chaque année, donc ça permet, puis qui d'entre nous n'a pas raté une fête familiale, un voyage, une fin de semaine quelque part, parce qu'il était justement aux prises avec une infection virale. Donc, ça vient parler au quotidien des gens. Puis encore une fois, on s'adresse à des gens qui veulent profiter du moment qu'ils ont et qui veulent avoir le moins de contraintes externes à leur liberté. Évidemment, il ne faut pas que nos patients se rendent là. C'est ça l'objectif de la prévention, c'est éviter que les maladies se produisent ou les complications se produisent. En ouverture d'épisode, je demandais comment on peut être proactif, justement pour protéger les adultes vulnérables d'une infection qu'on a trop longtemps sous-estimée. Avez-vous une piste de réponse? Parler. Je pense qu'il faut Oui. parler, il faut éduquer, puis il faut comprendre que présentement, le vaccin est remboursé aux 75 ans et plus dans certaines conditions. Ben, si vous avez commencé à en parler à partir de l'âge de 50 ou de 60 ans, ben, ces personnes-là, même s'ils vont être sensibilisés à la chose, puis donc à chaque discussion, vous allez affirmer votre volonté d'aider le patient, ce qui est très bien pour tant le patient que pour nous-mêmes comme professionnels de la santé. On n'est pas juste des gens qui faisons de la peinture par numéro à donner tel remède à telle maladie, mais qui se soucions de ne pas avoir de maladie à traiter pour les patients. Puis, ça permet à la personne qui est l'objet de nos discussions d'être plus attentive. C'est-à-dire que si on parle à quelqu'un qui refuse de se faire vacciner aujourd'hui, mais qui, pendant l'hiver, voit un ou une de ses amis aux prises avec une infection sévère ou même qui rate des événements familiaux parce qu'elle est infectée, ben, il va être capable de faire le lien avec la période d'information que vous lui avez donnée, la période d'humanité que vous lui avez fait partager, et se dire « Ouais, Cindy me disait ça, puis regarde, je vois maintenant ce que ça donne. » Donc, on devient plus attentif au monde dans lequel on vit. En parler souvent par divers acteurs dans le système de la santé, évidemment, ça peut aider d'être cohérent dans nos messages. La cohésion, c'est important. Oui. Puis ça vient toucher aussi à ce qu'on appelle la théorie de l'exposition. Hein. Plus une personne est exposée à un message, plus elle va être réceptive et plus elle est susceptible aussi d'y adhérer. Puis vous avez soulevé aussi un autre point important. Tu sais, des fois, ben, on voit quelqu'un de notre entourage malade, puis de comprendre que la vaccination peut nous aider aussi à protéger cette personne-là, c'est important. Tu sais. Moi, mon père s'est fait vacciner contre la grippe, contre le pneumocoque, contre le VRS, pour protéger qui? Pour protéger ma mère qui était malade. Ouais. Lui, il le faisait pas pour lui, il n'est jamais malade, tu sais. Mais pour sa femme, il l'a fait. Ouais. Alors, c'est la même réalité pour plusieurs de nos patients aussi, penser au cercle de protection. Les gens avec lesquels on parle,
il faut assumer, un, qu'ils sont intelligents, puis deux, qu'ils sont bien intentionnés. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas d'exemple concret. Puis la maladie, pour s'en protéger, pour ne pas en faire d'anxiété, on pense que c'est toujours pour les autres. Alors, quand on éduque les gens, quand on leur parle des facteurs de risque, quand on leur parle de la disponibilité de certains produits puis de leur efficacité, ben ils repartent. S'ils ne sont pas immédiatement convaincus, ils vont l'être par une observation plus critique de leur environnement, de l'expérience de vie d'eux-mêmes et des autres. Et justement, comme dans l'exemple de votre père, quand ils se rendent compte qu'eux autres sont peut-être pas très vulnérables, mais qui côtoient et qui peuvent transmettre très facilement un virus commun à quelqu'un qui, elle, ne tolérera pas aussi bien l'infection, ben ça ouvre une porte. Puis c'est un très beau geste de se faire vacciner pour quelqu'un d'autre. Absolument. Puis aussi, le fait de nommer un cas réel peut devenir une stratégie efficace dans nos stratégies personnelles ou professionnelles pour encourager la prise vaccinale. Avez-vous un cas en tête à nous partager, par exemple? Tantôt, vous avez parlé d'un cas très positif, une femme vaccinée qui, finalement, a attrapé un VRS puis elle n'a pas eu de complications fortement liées au fait qu'elle était vaccinée. Avez-vous un cas réel quand même, peut-être un peu plus grave, qui est arrivé, qui pourrait influencer d'autres personnes à accepter le vaccin? J'en ai trop. Puis, j'ai eu aux soins intensifs un paquet de gens qui se sentaient invulnérables à quoi que ce soit, qui avaient peur de la piqûre, qui avaient une fatigue vaccinale. En fin de compte, beaucoup de gens ils se retrouvent aux soins intensifs parce qu'ils pensent que la maladie, c'est pas pour eux. C'est une méthode de protection du soi qui est assez commune, le déni. Puis le déni, il ne se combat que par l'éducation. Puis avec l'éducation, puis au sens très large, parler d'un problème, c'est permettre aux gens de reconnaître l'impact qu'il peut avoir dans leur vie. Alors oui, j'ai eu beaucoup de cas. J'ai beau temps pour revenir dessus, j'ai autant de positifs. Puis prendre ce qu'il y a de bon. Ouais. Vous avez parlé à quelques reprises de la fatigue vaccinale, qui est une barrière reconnue là, à la vaccination. Un phénomène qui a été amplifié, évidemment, avec la pandémie de COVID, toutes les mesures qu'on a rencontrées, tout ça. À votre avis, là, on est en 2025, on s'en va vers 2026. Est-ce que c'est un enjeu qui est encore important? Je pense qu'il est moins important qu'il l'a déjà été, d'une part parce que les calendriers de vaccination se sont allégés pour l'adulte depuis qu'on ne se vaccine pas aux 3 à 4 mois par des nouvelles souches de COVID. L'autre chose qu'il faut considérer, c'est que les gens ont l'impression d'avoir perdu du temps avec la COVID, puis là, ils tolèrent moins bien d'autres infections virales qui pourraient leur faire perdre du temps encore. Donc, ils sont plus, paradoxalement, ouverts à l'idée que la vaccination peut être bénéfique pour eux. Puis, l'autre chose, c'est que le vaccin du VRS, quel qu'il soit, il peut être administré simultanément avec les autres vaccinations saisonnières annuelles. Donc, ça rend le geste plus facile que d'être obligé de prendre, je sais pas, 2 ou 3 rendez-vous différents pour avoir son immunisation. Donc, je pense qu'il y en persiste de la fatigue vaccinale, mais je vois plutôt des gens qui ont appris d'une pandémie puis se dire, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire pour éviter, peut-être pas une pandémie, mais que je me retrouve dans la même situation que si j'avais été victime de la pandémie. Alors, il ne faut pas freiner nos recommandations vaccinales parce qu'on prétend qu'une personne est fatiguée d'entendre parler des vaccins. Je pense qu'il faut prendre notre responsabilité. Il n'y a aucun prétexte que tu devrais prendre pour te soustraire à ta responsabilité. Puis, quand vous regardez le pic, quand un vaccin est recommandé, il est de notre responsabilité professionnelle d'en parler avec le patient. C'est pas parce qu'il n'est pas gratuit qu'on n'en parle pas. Donc, quand vous voyez le petit R à côté d'une population, ben, techniquement, un professionnel de la santé, qu'il soit infirmier, pharmacien, médecin ou qui que ce soit d'autre, devrait avoir une discussion avec le patient. On manque de temps, on manque de ressources, très certainement, mais je ne pense pas que le patient manque de patience puis d'ouverture. En tout cas, il ne faut pas l'assumer. Non, pas l'assumer. Puis, vous avez soulevé d'autres choses importantes, parler d'éducation, c'est important. Souvent, nos patients vivent le sentiment d'invulnérabilité, le biais d'optimisme, qui va faire en sorte qu'ils vont dire, ben, c'est pas pour moi ce vaccin-là, je suis pas malade. Évidemment, tu te feras pas vacciner si tu penses que tu n'es pas à risque. Tu
tu te protèges contre quoi, en fait, si tu ne crois pas que c'est dangereux, par exemple, le pneumocoque ou le VRS. Donc, l'éducation est très importante ici. Puis, tu sais, de dire, vous savez, c'est des choses qui arrivent pour vrai, qui arrivent dans la vraie vie, même à des personnes préalablement en bonne santé, de faire comprendre l'immunosénescence. On s'en sort pas, c'est la condition humaine. En vieillissant, on est plus à risque aussi. Et moi, je me gêne pas de le dire, par exemple, ça serait dommage, tu sais, qu'une infection virale vienne vous priver de la qualité de vie que vous avez aujourd'hui. Exact. Et je pense qu'il faut dire les vraies choses aussi. Exact. Puis, ce qu'on a, tu sais, on parle de fatigue vaccinale, qui, je pense, est un mythe en train de fondre tranquillement. Il y a aussi l'étiquette respiratoire. On tolère beaucoup moins bien dans la société quelqu'un qui éternue tous expector, puis à juste titre. Puis, donc, ce sont des conditions, même si elles sont transitoires puis peu sévères, qui nous mettent à côté de la société pendant une période de quelques semaines. Et à juste titre, tu ne veux pas passer ton virus à quelqu'un d'autre, puis ce quelqu'un d'autre-là ne veut pas le recevoir de toi. Puis l'autre chose sur laquelle il faut travailler, je pense, c'est, on a fait allusion tantôt, j'ai reçu le vaccin, j'ai fait de la maladie quand même. C'est vrai, mais vous l'avez fait immensément moins sévèrement que si vous ne l'aviez pas eu. Puis je pense que le parallèle qu'on faisait avec l'assurance automobile, l'assurance maison, c'est pas parce que tu as une assurance maison que tu passeras pas au feu. Mais bon, tu vas peut-être être capable de te reconstruire. C'est pas parce que tu as un détecteur de fumée que tu passeras pas au feu, mais tu vas peut-être survivre à ton incendie. C'est la même chose avec un vaccin. C'est quelque chose qui est là pour rendre tolérable une situation auquel on est tous exposés. Et ça se nomme à un patient exactement dans les mots que vous avez utilisés. Tout le monde a un détecteur de fumée à la maison. On l'espère. Ou attache sa ceinture en voiture. Donc, c'est une analogie que j'aime bien. Et pour terminer, si on veut vraiment changer la trajectoire, là, c'est-à-dire mieux protéger la population, quel appel à l'action aimeriez-vous lancer aux professionnels à l'écoute? Moi, je serais heureux que tous les professionnels qui entrent en contact avec un patient, infirmières, IPSS, pharmaciens, médecins, spécialistes, omnipraticiens, fassent l'effort de faire un checklist de... Bon, je ne sais pas comment traduire ça, mais une liste des vaccins auxquels sa condition devrait le mettre comme population comme population à risque. Tu sais, moi, si je vois un patient de 22 ans asthmatique qui prend une pompe par année, probablement je ne lui parlerai pas de VRS. Je vais peut-être lui parler du papillome humain. Voilà. Puis, par contre, quand je vois une patiente qui est MPOC, qui a 75 ans, puis qui a eu 2 exacerbations dans l'année, ben j'aimerais ça lui parler d'influenza. Je vais lui parler de pneumocoque, puis je pense qu'il faut inclure le VRS maintenant dans la discussion. Puis il faut le faire tous. Puis en le faisant tous, on va faire comprendre aux populations que c'est dans leur intérêt, puis c'est un intérêt qui est partagé. Puis ça, des professionnels de la santé sont des professionnels de la santé, ils ne sont pas des professionnels de la maladie. Donc, si on est capable de maintenir la santé puis d'éviter la maladie, on fait notre travail. Merci beaucoup. Docteur Simon, je pense qu'il faut retenir, c'est que la prévention est essentielle et qu'on a tous un rôle à jouer dans tout ça. On n'a pas les moyens de ne pas prévenir. Merci. Merci, Cindy.